pleine guerre de sécession, un riche colon de Floride, James Burbank, reste partisan de l'abolitionnisme malgré les attaques des esclavagistes contre son personnel, ses plantations et sa famille. Le roman Nord contre Sud s'ouvre le 7 février 1862 dans la nature luxuriante de la Floride. Un steamboat descend le fleuve le Saint John. Nous sommes alors en pleine guerre de sécession qui ravage l'Amérique du Nord. Et bien des passagers causent de la situation militaire et politique. Il y a notamment question de l'attaque prochaine de l'armée fédérale du Nord contre la Floride. Qu'ils viennent donc, ces fédéraux, puisqu'ils ont la prétention de nous soumettre, s'écria un personnage grossier et violent du nom de Texar. Oui, qu'ils viennent. On verra si les propriétaires d'esclaves de la Floride se laisseront dépouiller par ces voleurs d'abolitionnistes. C'est alors qu'une métisse a un mouvement de répulsion en voyant ce Texar. Celui-ci se retourne vers ses compagnons. C'est Zerma, une des esclaves de ce James Burbank qui prétend n'être pas partisan de l'esclavage. Zerma continua son chemin sans paraître attacher la moindre importance à ses propos. Ce Texar avait auparavant exercé le métier de négrier. Cet homme dangereux a plusieurs fois été accusé de meurtre ou de vol. Mais à chaque fois, il arrive de façon étonnante à donner des alibis incontestables. Une aura de mystère entoure ainsi cet homme qui semble avoir le don d'ubiquité. Dans le contexte si troublé de la guerre, cet aventurier, le plus résolu des esclavagistes, a pris une influence considérable auprès de certains groupes de la population du Sud. Il n'a qu'une idée, combattre et détruire les habitants ou colons qui partagent les idées du Nord. À l'opposé, James Burbank, partisan de l'abolition de l'esclavage, est un riche colon originaire du Nord. Installé depuis une vingtaine d'années en Floride, il y a créé une immense plantation de coton, mais aussi de caféiers et de canne à sucre. Ce sont près de 700 noirs esclaves qui travaillent alors sur son domaine. Si ce défenseur de l'abolition de l'esclavagisme n'a pas encore lui-même appliqué l'acte d'émancipation pour ses esclaves, ce n'était jusqu'alors que par prudence vis-à-vis des autres colons de la région. Mais il est bien décidé à la mettre en œuvre dès que les circonstances s'y prêteront. Il est vrai aussi que les esclaves de James Burbank vivent dans des conditions de traitement et de confort ô combien supérieures à celles des autres plantations d'esclavagistes convaincus. Jules Verne, qui avait déjà abordé il y a 10 ans la question de la traite négrière dans son roman Un capitaine de 15 ans, nous montre bien d'ailleurs la complexité humaine sur cette question. Ainsi, le propre régisseur de la plantation de James Burbank, un brave homme au demeurant, tirant parfois les oreilles de certains noirs, mais sans jamais exercer d'autres violences, est lui totalement opposé à l'émancipation des Noirs. Il défend d'ailleurs régulièrement son opinion auprès de James Burbank. Des Noirs qui ne sont plus esclaves, des Noirs qui vont travailler à leur compte, des Noirs qui seront obligés de pourvoir à leurs besoins. C'est le bouleversement de l'ordre social, c'est le renversement des lois humaines, c'est contre nature, oui, contre nature. Lors d'une discussion avec la métisse Zerma, le régisseur va jusqu'à lui dire « Oui, Zerma, vous avez été créée et mise au monde pour être esclave, oui, esclave, et nullement pour être une créature libre. » « Ce n'est pas mon avis, » répondit Zerma d'un ton calme. « C'est possible, Zerma. Quoi qu'il en soit, vous finirez par vous ranger à cette opinion qu'il n'y a aucune égalité qui puisse raisonnablement s'établir entre les Blancs et les Noirs. » « Elle est toute établie, Monsieur Perry, et elle l'a toujours été par la nature même, » lui répond Zerma. Tout cela n'empêchait pas Zerma et le régisseur de vivre en bon accord, et ils faisaient partie, l'un comme l'autre, de la famille de cœur de James Burbank. L'histoire de Zerma aura été durant longtemps bien terrible.
Marié à un autre esclave du nom de Mars, aujourd'hui libre car engagé dans l'armée fédérale avec Gilbert, le fils de James Burbank, Zerma et son mari ont failli plus d'une fois être brisés par l'odieux trafic de l'esclavage. Lors d'une vente publique, elle avait failli être achetée par Texar. Et ce n'est que de justesse que James Burbank, ému par cette femme, avait mis une enchère plus importante. Zerma était devenue la nourrice de Diana, la fille de James Burbank, aujourd'hui âgée de 6 ans, et une véritable relation de confiance s'était établie entre le maître et l'esclave. La situation de James Burbank, de sa famille et de sa plantation, installée en plein territoire du Sud, est désormais plus que dangereuse. Dans ce contexte de la guerre de sécession, durant laquelle la question de l'esclavagisme joue un rôle primordial. Si l'on connaît dans la région les idées politiques de ce colon, il ne faut surtout pas, par contre, que l'on apprenne que son fils, Gilbert Burbank, s'est enrôlé dans l'armée fédérale où il y est officier en compagnie de Mars, le mari de Zerma. Ce serait alors considéré comme un acte de trahison pour la cause du Sud. On comprend alors l'inquiétude de James Burbank et de sa famille lorsqu'il reçoit un ordre des magistrats de Jacksonville de venir se présenter à la cour de justice pour y répondre à des accusations qui lui sont faites. « De quoi m'accuse-t-on » demanda James Burbank au tribunal. « De faire opposition par parole et par acte peut-être, répondit le magistrat, aux idées comme aux espérances qui doivent avoir cours en Floride. « Et qui m'accuse » demanda James Burbank. « Moi !» C'était Texar. James Burbank avait reconnu sa voix. Il ne tourna même pas la tête et se contenta de hausser les épaules en signe de dédain. C'est dans un vrai traquenard qu'est tombé James Burbank. Avec machiavélisme, Texar arrive en effet à pousser James Burbank dans ses retranchements. Il le traite de lâche, puisqu'il n'applique pas lui-même, sur sa plantation, ses idées d'émancipation des Noirs. Poussé à bout, James Burbank commet alors l'imprudence de déclarer qu'à partir de ce jour, tous les esclaves de son exploitation sont désormais libres. Quelles ne furent pas les manifestations de joie lorsqu'à son retour dans son domaine, James Burbank annonce à ses esclaves leur liberté. Mais tous, entraînés par Zerma, décident de rester dans la plantation. Texar profite de cette mise en pratique des idées de James Burbank pour exciter certains groupes de la population. Le domaine de James Burbank est attaqué par des centaines d'hommes enragés. La plantation est ravagée, brûlée. James Burbank, avec sa famille, s'est réfugié dans sa propriété. Grâce à quelques fidèles amis, il tente de résister à cette attaque. Mais malgré une défense acharnée, les assaillants arrivent jusqu'à la porte qu'ils s'apprêtent à forcer. La situation est désespérée. James Burbank demande à sa femme de fuir avec sa fille et sa belle-fille par un tunnel secret accompagné de Zerma. Mais Texar connaît ce tunnel et arrive à enlever, sous les yeux affolés de Madame Burbank, la petite Diana et Zerma. James Burbank et ses compagnons arrivent à repousser leurs assaillants. Et c'est un véritable cauchemar que vivent désormais les membres de la famille Burbank et leurs compagnons. La petite Diana et Zerma ont été entraînés par les hommes de Texar dans une zone inconnue. Comble de l'horreur, Texar arrivera même à atterrir dans un piège diabolique le fils de James Burbank, Gilbert, et à le faire prisonnier par la milice de Jacksonville, prouvant ainsi définitivement la traîtrise des Burbank à la cause du Sud. Le père et le fils sont condamnés à être fusillés, et ce n'est qu'in extremis qu'ils seront sauvés grâce au débarquement des troupes fédérales dans le port de Jacksonville. Mars, le mari de Zerma, se précipite sur Texar pour le tuer. Mais James Burbank le convainc de lui laisser la vie sauve afin de le faire juger devant un tribunal. Mais coup de théâtre, au moment du jugement, Texar arrive grâce à un alibi incontestable à prouver qu'il ne pouvait être présent
au moment de l'enlèvement de Diana et de Zerma, alors même que des membres de la famille Burbank sont persuadés de l'avoir vue. Il y a un mystère décidément incompréhensible. En attendant, la petite Diana et Zerma sont toujours introuvables. Mais grâce à un message de Zerma, transmis par un noir, au prix de sa vie, nos héros apprennent enfin vers quel endroit de la Floride Texar et ses compagnons ont entraîné les deux prisonnières. James et Gilbert Burbank, avec Mars et une quinzaine de compagnons bien armés, partent à leur recherche dans un paysage de marais à perte de vue, où pullulent grenouilles, crapauds, lézards, tortues, oiseaux aquatiques et plantes de couleurs vives. Puis, dans une traversée de forêts exubérantes, Jules Verne nous décrit une nature à la fois horrible et superbe. Dans un tel environnement, la petite Diana n'arrivera à survivre que grâce au courage et au dévouement de sa nourrice. Zerma tentera tout ce qui est possible pour extraire la petite fille des mains de Texar, prête à affronter des dangers terrifiants. Elle arrivera aussi à découvrir le secret de Texar, ce mystérieux secret qui lui permettait de trouver à chaque fois des alibis à ses méfaits. Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même le secret du terrible Texar et de son étrange don d'ubiquité en lisant les derniers chapitres de ce roman et les conditions dans lesquelles la petite Diana pourra être enfin rendue à son père. L'écriture de Nord contre Sud se situe dans une période douloureuse de la vie de Jules Verne. Certainement à contre-cœur, il se résout à vendre son yacht, le Saint-Michel III. Le 9 mars 1886, dans un moment de folie, Gaston, le neveu de Jules Verne, tire sur lui 2 coups de revolver et l'une des balles atteint l'écrivain au-dessus du pied gauche. Quelques jours plus tard, un télégramme lui annonce la mort de son éditeur Pierre-Jules Hetzel. C'est la perte d'un père, d'un confident, d'un ami. Jules Verne écrira alors qu'il entre dans la période sombre de sa vie.